En 2022, un choc politique majeur secoue brutalement tout le Sahel aujourd'hui. Alors que l'exploitation continue des ressources africaines nourrit l'injustice, une parole inattendue dévoile la fragilité d'un ordre imposé depuis des décennies. Que révèle vraiment cet élan et pourquoi Ibrahim Traoré attire-t-il une telle attention? Un tournant semble soudain possible pour beaucoup. L'enjeu central de cette histoire tient à la promesse implicite qui circule depuis les premières déclarations fortes entendues au Burkina Faso et dans le Sahel. Derrière les mots, il apparaît une possibilité rare, celle de comprendre comment un pays longtemps maintenu dans la dépendance tente de reprendre la main sur ses ressources tout en défiant des rapports de force imposés depuis des décennies. Cette dynamique porte en elle une interrogation simple mais décisive pour quiconque regarde l'Afrique contemporaine. Jusqu'où ce mouvement peut-il aller sans se briser? Les enjeux sont considérables. Un pays qui revendique sa souveraineté économique ne cherche pas seulement à améliorer son sort immédiat, il tente aussi d'ouvrir une brèche dans un système qui, pendant des générations, a rendu difficile toute véritable autonomie. Si cette trajectoire réussit, elle pourrait remodeler les relations entre nations africaines et puissances extérieures. Si elle échoue, elle rappellera la dureté des contraintes politiques, économiques et régionales qui pèsent encore. Une question brûlante surgit alors, presque inévitable. Quels signaux concrets permettent d'évaluer ce tournant naissant? La première rupture apparaît dès les mois qui suivent 2022, lorsqu'un ensemble d'indicateurs économiques jusque-là stagnants commence soudain à changer de trajectoire. Cette évolution surprend d'autant plus que la région du Sahel n'avait jusque-là enregistré que de faibles variations, alors que la production d'or grimpe de 15% et que le PIB progresse de 3,25% la même année. Au centre de ce mouvement, les prises de position d'Ibrahim Traoré deviennent un point d'attention majeur. Il ne se limite plus aux dénonciations publiques, il impose aux multinationales des règles de transparence inédites, exige la divulgation des contrats miniers et place la redistribution au cœur de ses décisions. Dans ce contexte, le pays cherche à se libérer d'un schéma ancré depuis plusieurs décennies où les bénéfices tirés de l'or, du coton ou d'autres ressources étaient largement captés par des acteurs extérieurs. Cette tentative de rééquilibrage suscite un écho immédiat dans la jeunesse, qui voit dans ces gestes un renversement d'attentes longtemps frustrées. À cette dynamique s'ajoutent d'autres signaux. L'augmentation des investissements étrangers de 12%, malgré les sanctions occidentales, constitue une anomalie révélatrice dans un environnement hostile. Elle reflète un regain de confiance interne alors que certains acteurs locaux profitent des réformes de transparence pour réorganiser leurs propres activités. Le secteur agricole, lui, réagit avec vigueur. La production de coton monte de 20%, un résultat notable dans une région où l'instabilité politique freinait habituellement tout essor durable. Ces transformations interviennent pourtant dans un paysage chargé de menaces. Entre pression diplomatique, résistance interne et incertitude sécuritaire, chaque décision devient un pari mesuré. Cependant, un élément se distingue. Le discours sur la souveraineté cesse d'être symbolique pour devenir un facteur opératoire. Ce glissement discret mais décisif constitue le cœur du mini-reveal. Derrière les tensions visibles, une question réapparaît pour la première fois depuis longtemps. Un État peut-il réellement remodeler sa position dans la région en misant sur l'autonomie économique plutôt que sur la dépendance historique? Pour comprendre comment ce basculement s'est installé dès les premiers mois, il faut observer les trajectoires individuelles qui ont accompagné la mutation du Burkina Faso. La jeunesse, longtemps reléguée aux marges des décisions publiques, s'est soudain retrouvée au premier plan lorsque les réformes de transparence ont ouvert un espace d'engagement politique rarement accessible auparavant. Dans plusieurs villes, de jeunes fonctionnaires ont commencé à analyser publiquement les contrats miniers rendus disponibles, sensibilisant les communautés locales aux bénéfices potentiels d'une redistribution plus juste. Cette appropriation précoce des outils de contrôle illustre l'émergence d'un rôle nouveau, celui de vigile civique, appelé à suivre les transformations économiques en cours. Un deuxième cas apparaît dans les campagnes, où les coopératives agricoles ont été parmi les premières à percevoir les effets tangibles du changement. Certaines d'entre elles se sont réorganisées pour profiter des politiques d'autosuffisance, utilisant
les directives plus claires pour établir des accords locaux sur la production et la vente du coton. Cette réorganisation n'a pas seulement amélioré leurs marges, elle a aussi créé une dynamique de coordination entre producteurs, renforçant la cohésion d'un secteur souvent fragmenté. Ce mouvement, bien que discret, a permis d'ancrer les réformes au plus près du terrain. Ces deux exemples montrent que les transformations n'ont pas été uniquement impulsées depuis les institutions centrales. Elles se sont aussi construites par capillarité, au gré des initiatives, des lectures publiques et des réorganisations internes qui ont suivi la mise en œuvre des premières mesures. Cette circulation d'idées, encore fragile, laisse néanmoins apparaître une conclusion essentielle. L'impact réel dépendra de la capacité des acteurs locaux à maintenir cette énergie collective. Tout commence réellement lorsque les premières décisions de régulation tombent, ciblant directement les multinationales opérant dans l'exploitation minière du Burkina Faso. Les contrats jusqu'alors opaques deviennent publics, exposant les marges disproportionnées captées par des acteurs extérieurs depuis des décennies. Cette mise à nu crée un mouvement immédiat dans les administrations locales, où plusieurs équipes se mobilisent pour auditer les accords existants et préparer de nouvelles bases de négociation. Ibrahim Traoré devient alors la figure centrale d'un tournant qui jusque-là semblait impossible. Dans les milieux diplomatiques, les signaux d'alerte commencent à circuler, car cette rupture menace un équilibre ancien qui profitait largement à des intérêts non africains. Le climat change brutalement lorsque les premières sanctions financières et diplomatiques sont déclenchées par certaines puissances occidentales. Ces mesures visent à freiner l'élan réformateur et à rétablir une forme de pression sur un gouvernement perçu comme trop indépendant. Elles amplifient la tension intérieure, car les groupes politiques et militaires opposés aux réformes y voient l'occasion de réaffirmer leur influence. De nouvelles critiques surgissent, certaines accusant le gouvernement de risquer l'isolement, d'autres prévenant que la confrontation pourrait entraîner un ralentissement brutal de l'économie. Au cœur de cette montée de pression, les jeunes continuent pourtant de soutenir les réformes, voyant dans les tentatives d'intimidation extérieure la confirmation que le pays entre dans un moment décisif. L'atmosphère devient électrique entre crainte, exaltation et incertitude. L'accélération se produit lorsque le gouvernement burkinabé impose la publication obligatoire des rapports financiers des entreprises étrangères opérant dans le secteur aurifère. Cette mesure, considérée comme l'une des plus audacieuses, modifie immédiatement les équilibres internes. Des investisseurs locaux, jusque-là hésitants, se repositionnent, profitant d'un environnement qu'ils jugent enfin plus lisible. La hausse de la confiance interne se double alors d'un regain d'intérêt mesuré venant de certains acteurs africains qui observent attentivement l'expérience. Dans le même temps, les critiques internationales s'intensifient et les alertes sécuritaires dans la région du Sahel se multiplient, nourries par des groupes extrémistes cherchant à exploiter l'instabilité ambiante. Cette conjonction d'événements renforce le sentiment que le pays traverse un point de non-retour. Lorsque les premiers résultats apparaissent, le débat se transforme. Les chiffres de croissance, l'augmentation de la production d'or et les effets visibles sur la production agricole servent de preuve tangible que la stratégie mise en place fonctionne au moins partiellement. À ce stade, la question n'est plus de savoir si les réformes produisent un impact, mais si cet impact peut survivre à la pression combinée des menaces internes et des sanctions extérieures. Dans certains milieux africains, l'expérience burkinabé devient un point de référence, voire un exemple d'affirmation politique dans un contexte global hostile. D'autres, plus prudents, rappellent que le pays avance sur une ligne étroite, où la moindre erreur pourrait fragiliser l'ensemble du processus. Le moment atteint alors sa pleine intensité. Entre avancées réelles, blocages potentiels et réactions adverses imprévisibles, le Burkina Faso entre dans un espace où chaque décision prend une dimension stratégique. Le flux des événements révèle finalement une dynamique simple mais essentielle. La trajectoire ne peut tenir que si le pays absorbe la pression sans rompre. Le point de départ le plus lisible se situe dans la structure économique du Burkina Faso avant 2022, lorsque les revenus miniers, agricoles et industriels dépendaient presque entièrement de contrats négociés sous forte influence extérieure. Cette configuration reposait sur une asymétrie profonde entre les bénéfices réellement perçus par le pays et ceux captés par des acteurs internationaux aux marges largement consolidées.
L'arrivée d'un nouveau cadre de transparence bouleverse cette ligne de base en réorganisant la circulation de l'information et en réévaluant les obligations fiscales appliquées aux multinationales. La transition s'opère rapidement. Les mêmes indicateurs qui stagnaient depuis plusieurs années commencent à afficher des évolutions mesurables, indiquant qu'un effet de redéploiement interne est en cours. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient un marqueur analytique incontournable, car les variations observées coïncident directement avec ces réformes. Le premier signal chiffré majeur est l'augmentation de 15% de la production d'or. Cette hausse prouve que les entreprises, malgré les pressions extérieures, continuent d'exploiter les gisements sous un régime plus strict. Elle indique une extraction plus maîtrisée et mieux suivie par l'État. Ce résultat témoigne également d'un ajustement rapide des acteurs locaux qui tirent profit d'un environnement réglementaire plus clair. Dans une région marquée par l'instabilité, la croissance d'un secteur aussi sensible montre que les réformes n'ont pas provoqué l'arrêt des activités, mais leur redéfinition progressive. Un second indicateur clé réside dans la progression du PIB qui atteint 3,5% en 2023. Cette variation, modeste en apparence, devient significative dans un contexte de sanctions et de pressions internationales. Elle traduit un maintien de l'activité malgré des contraintes politiques et économiques fortes. Ce chiffre reflète aussi la confiance accrue des acteurs internes qui investissent davantage dans les circuits locaux au lieu de compter exclusivement sur les financements extérieurs. Face aux risques géopolitiques, cette dynamique constitue un signe de résistance économique rarement observé dans le Sahel depuis plusieurs années. Le troisième indicateur provient de la hausse de 12% des investissements étrangers, un mouvement qui interroge à première vue, malgré les sanctions occidentales, certains investisseurs africains ou régionaux perçoivent le Burkina Faso comme un espace de recomposition où de nouvelles opportunités émergent. Cette hausse souligne l'intérêt d'acteurs cherchant des environnements plus transparents et lisibles. Le phénomène s'explique aussi par la volonté d'exploiter un marché en transition où la redistribution interne modifie progressivement l'équilibre économique. À ces tendances s'ajoute la dynamique du secteur agricole, illustrée par l'augmentation de 20% de la production de coton, même si ce chiffre relève davantage d'un effet structurel que d'une croissance rapide. Cette progression révèle une meilleure coordination entre producteurs et institutions publiques. L'ajustement du cadre agricole participe à stabiliser les revenus d'une partie importante de la population rurale, rendant les réformes plus tangibles à l'échelle locale. La cohérence de ces données met en évidence une chose: malgré un environnement hostile, un changement structurel s'enclenche lorsque les leviers de gouvernance économique sont réorientés. Les résultats demeurent fragiles, mais ils montrent que l'impact mesurable reflète une recomposition du pouvoir économique plutôt qu'un simple discours politique. L'adhésion à la trajectoire engagée depuis 2022 repose d'abord sur un argument central formulé par ceux qui y voient une chance historique pour le Burkina Faso. La reconquête des ressources demeure la condition préalable de toute souveraineté durable. Pour eux, la publication des contrats miniers, l'imposition de règles fiscales plus strictes et l'exigence de transparence constituent non seulement des avancées symboliques, mais aussi des outils capables d'inverser un rapport de force longtemps défavorable. Dans cette perspective, les hausses mesurées, qu'il s'agisse de la production d'or, du PIB ou de l'activité agricole, servent de preuve tangible que le pays dispose enfin de marges d'action réelles. La jeunesse, particulièrement mobilisée, perçoit dans ces signaux une rupture avec des décennies de stagnation, ce qui renforce encore la légitimité de la démarche. Les réserves exprimées par les détracteurs ne reposent pas uniquement sur le scepticisme idéologique. Elles s'appuient sur une lecture pragmatique des risques engendrés par une confrontation directe avec des acteurs économiques majeurs. Les sanctions occidentales, les pressions diplomatiques et les critiques d'institutions internationales rappellent que tout durcissement réglementaire entraîne des répercussions difficiles à absorber pour une économie fragile. Les détracteurs redoutent que la régulation accrue dissuade l'investissement, provoque une contraction progressive de l'activité et ouvre un espace plus large aux groupes extrémistes dans le Sahel, attirés par toute instabilité prolongée. Cette vision met l'accent sur les vulnérabilités structurelles du pays, en soulignant que la moindre erreur pourrait ralentir
ou annuler les gains récents. Entre ces deux positions, l'analyse fondée sur les données met en évidence un point d'équilibre plus nuancé. Les réformes déjà engagées produisent des effets mesurables, mais ces effets cohabitent avec des pressions intenses qui pourraient les fragiliser. Les chiffres positifs ne suffisent pas à garantir une trajectoire solide, mais ils montrent qu'une recomposition économique est possible même dans un contexte défavorable. Cette coexistence de progrès et de contraintes invite à considérer que la réussite ou l'échec dépendra moins de l'opposition idéologique que de la capacité du pays à maintenir la coordination interne face aux tensions extérieures. La suite du processus repose donc sur la stabilité obtenue dans cette zone intermédiaire. La bascule apparaît ici. Au moment où les chiffres commencent à dessiner une trajectoire inattendue pour le Burkina Faso, un élément plus discret se manifeste. La diffusion régionale des réformes inspire des observateurs du Sahel, intrigués par la manière dont un pays sous pression parvient à restructurer ses leviers économiques. Ce phénomène, d'abord limité à quelques capitales voisines, s'étend rapidement lorsqu'on voit que certaines dynamiques internes se stabilisent malgré les sanctions et les critiques. Dans cette propagation silencieuse, Ibrahim Traoré devient un repère utilisé pour analyser les marges d'autonomie que peut revendiquer un État soumis depuis longtemps à des contraintes extérieures. La surprise réside dans la vitesse avec laquelle cette influence dépasse les frontières. Des groupes de jeunes, dans plusieurs régions du Sahel, reprennent les thèmes de souveraineté et de transparence, non pas par adhésion idéologique, mais parce qu'ils y voient un cadre d'action plus clair que ceux proposés auparavant. La mise en circulation de ce discours provoque un léger déplacement de centre de gravité, car les débats cessent de porter uniquement sur le Burkina Faso et commencent à interroger la capacité d'autres États à suivre une voie similaire. Cette extension marque le nouveau point d'équilibre du processus. Le changement cesse d'être isolé et devient une hypothèse régionale. Les premiers effets palpables se manifestent au sein de l'État, où la réorganisation des priorités économiques transforme la manière dont les institutions publiques fonctionnent. Les administrations, autrefois dépendantes de financements extérieurs, se retrouvent entourées d'indicateurs plus clairs et d'un système de contrôle renforcé. Les obligations de transparence imposées aux entreprises modifient profondément les habitudes de gestion, en forçant les services publics à intégrer de nouvelles méthodologies de suivi des contrats et des flux financiers. Dans ce cadre renouvelé, Ibrahim Traoré devient une figure de référence qui incarne la volonté de replacer la souveraineté au centre des décisions administratives. Cette réforme de fond instaure un environnement où chaque ministère doit désormais produire des données fiables pour justifier ses actions. Les entreprises, quant à elles, traversent une phase de recomposition complexe mais structurante. Les multinationales opérant dans le secteur minier s'adaptent à un cadre réglementaire plus strict, ce qui modifie leurs marges mais ne les empêche pas d'agir. Certaines réorganisent leurs activités pour maintenir leur présence dans un marché devenu plus lisible. Les acteurs locaux, profitant de ce nouvel élan, investissent davantage dans les chaînes de production internes, tout en cherchant à consolider leurs propres modèles économiques. Ce mouvement crée un espace où l'initiative privée burkinabé peut se développer dans de meilleures conditions, même si les pressions diplomatiques extérieures maintiennent un climat d'incertitude. Au niveau de la population, les effets se font sentir de manière progressive mais significative. Les jeunes, encouragés par l'accès à une information plus transparente, se mobilisent pour analyser les données publiées et participer au débat public. Les agriculteurs bénéficient de politiques plus cohérentes, notamment grâce à la réorganisation du secteur du coton, qui renforce leurs marges et stabilise une partie de leurs revenus. Dans les zones urbaines, les discussions autour des réformes économiques se normalisent et la perception d'un changement possible devient un moteur d'engagement civique. Cette dynamique sociale contribue à légitimer les transformations engagées car elle montre que les réformes ne restent pas confinées aux institutions, mais se diffusent dans les expériences quotidiennes. À l'échelle régionale, l'impact dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les pays voisins observent la progression de ces réformes avec attention, en particulier ceux qui subissent également une pression extérieure sur leurs modèles économiques. La hausse de la production d'or et les indicateurs agricoles revitalisés stimulent les débats dans plusieurs capitales du Sahel,
où l'on s'interroge sur la marge réelle laissée aux États pour redéfinir leur rapport aux acteurs internationaux. Dans cette discussion élargie, l'expérience burkinabé crée un précédent. Elle démontre qu'un pays peut tenter de remodeler son économie sous contrainte tout en conservant une dynamique interne positive. L'influence d'Ibrahim Traoré dans cette projection régionale devient alors un élément structurant, car elle fournit un repère permettant de mesurer les effets potentiels d'un repositionnement plus affirmé sur la souveraineté. En somme, la transformation en cours révèle une interaction constante entre institutions, acteurs économiques, population locale et dynamique régionale. Chaque niveau renvoie au suivant, consolidant un changement qui cherche encore son équilibre durable. Dans l'hypothèse la plus réaliste, le Burkina Faso avance par paliers successifs, consolidant les gains économiques déjà observés, tout en absorbant les pressions extérieures. Ce scénario de base repose sur un équilibre fragile, où la production d'or continue de progresser sous régulation stricte et où les coopératives agricoles renforcent la coordination engagée depuis les premières réformes. Les institutions publiques, mieux équipées, maintiennent une transparence continue qui protège partiellement le pays d'éventuelles fluctuations brusques. Si cette trajectoire se confirme, le Burkina Faso pourrait disposer, dans 12 mois, d'une stabilité modérée suffisamment solide pour poursuivre la restructuration de ses leviers économiques. Le scénario optimiste s'appuie sur une dynamique plus expansive qui s'étend au-delà du cadre national. Dans cette projection, plusieurs capitales du Sahel s'inspirent des réformes burkinabées pour réorganiser leur propre système d'exploitation des ressources. Cette diffusion régionale crée un espace de coopération renforcée où les États coordonnent certaines politiques afin de réduire leur vulnérabilité aux sanctions et aux pressions diplomatiques. Les résultats économiques s'améliorent de façon graduelle, tandis que les jeunes renforcent leur rôle dans les discussions publiques. Si cette impulsion collective se met en place, la région pourrait amorcer une recomposition plus large, capable de redéfinir les rapports de force avec les acteurs internationaux. Dans ce cas de figure, les 12 prochains mois marqueraient un tournant stratégique pour plusieurs pays simultanément. Le scénario pessimiste, enfin, s'ancre dans les tensions structurelles qui traversent déjà la région du Sahel. Si les sanctions s'intensifient et si les pressions diplomatiques se conjuguent à une montée des menaces sécuritaires, les progrès récents pourraient s'essouffler ou se fragmenter. Les entreprises étrangères, découragées par l'incertitude, pourraient réduire leurs activités, entraînant une contraction progressive des recettes publiques. Les instabilités locales en profiteraient, créant un environnement moins favorable à la poursuite des réformes. Si cette combinaison de facteurs persiste, les 12 mois à venir pourraient ramener le pays à une trajectoire de gestion défensive plutôt qu'à un mouvement de transformation durable. Entre ces trois perspectives, un point commun se maintient, le résultat dépendra de la capacité du pays à préserver une cohésion interne suffisante pour résister aux chocs extérieurs. Pour beaucoup de jeunes, l'évolution observée au Burkina Faso ne représente pas seulement une transformation institutionnelle, mais un miroir où se reflètent leurs propres attentes. Ils voient dans la réorganisation économique amorcée depuis 2022 la preuve qu'un cadre politique peut changer dès lors qu'il s'appuie sur une transparence réelle. Cette perception nourrit un sentiment de capacité retrouvée, car l'accès aux données publiques et la multiplication des initiatives locales montrent que l'action collective peut émerger même dans un environnement contraint. Pour cette génération, l'expérience burkinabé devient un point d'appui permettant de reformuler leur place dans les débats nationaux. La diaspora, de son côté, observe ce mouvement avec une attention particulière. Habituée à analyser les évolutions politiques du continent depuis l'extérieur, elle décèle dans les réformes en cours un signal différent de ceux qui dominaient depuis des décennies. Le regain d'intérêt pour les questions de souveraineté et de contrôle des ressources ouvre un champ de réflexion où les contributions extérieures peuvent prendre une forme nouvelle. Pour nombre de membres de la diaspora, l'enjeu consiste désormais à comprendre comment relayer cette dynamique ou la prolonger, même depuis d'autres pays. Cette distance géographique devient alors un point de vue complémentaire plutôt qu'un simple éloignement. Les citoyens installés au Burkina Faso, quant à eux, ressentent les changements à travers leurs expériences quotidiennes.
Ils observent les ajustements dans le secteur agricole, les débats publics autour de la transparence et les nouvelles formes de mobilisation civique. Ces évolutions créent un climat où chacun peut envisager une participation plus active aux discussions collectives. Même si les défis restent nombreux, cette implication renouvelée montre que les transformations en cours ne se limitent pas aux institutions, mais s'étendent progressivement aux pratiques sociales. L'intérêt du public se déplace ainsi de l'inquiétude abstraite vers la possibilité concrète d'un rôle accru dans la vie civique. Le premier axe consiste à renforcer les mécanismes de transparence déjà instaurés depuis 2022 afin d'assurer leur continuité dans un contexte marqué par les pressions extérieures. Les administrations doivent publier régulièrement les contrats, les flux financiers et les données d'exploitation, tandis que des équipes locales sont chargées de vérifier la conformité des informations recueillies. Cette mise à jour périodique crée un socle mesurable permettant de suivre l'évolution des réformes et d'éviter toute opacité future. Dans cette démarche, Ibrahim Traoré devient la référence institutionnelle qui fixe le rythme et la cohérence du dispositif. Le deuxième axe repose sur la consolidation des secteurs productifs, en particulier l'agriculture et l'exploitation minière, grâce à une coordination renforcée entre institutions publiques et acteurs locaux. Les coopératives doivent disposer d'outils leur permettant d'évaluer la rentabilité de leurs activités, tandis que les ministères concernés mesurent l'impact des politiques sur les revenus et la distribution interne. Ces indicateurs vérifiables offrent un moyen de stabiliser la croissance tout en limitant les effets des sanctions extérieures. Le troisième axe vise à institutionnaliser l'implication citoyenne observée au cours des premiers mois de transformation. Les jeunes, déjà très mobilisés, peuvent être intégrés dans des cellules de suivi chargées d'analyser les données ouvertes et d'en diffuser les conclusions auprès du public. Ce processus crée un relais civique où la vigilance collective fonctionne comme une barrière contre les dérives possibles. Le quatrième axe, enfin, concerne la coordination régionale qui peut être renforcée par des échanges réguliers entre pays du Sahel sensibles aux mêmes pressions internationales. Cette concertation permettrait d'harmoniser certaines mesures, d'éviter des réactions isolées et de mesurer l'impact d'initiatives communes. La solidité du processus dépendra de la capacité à maintenir cette cohérence multiniveau. Lorsque l'on regarde l'évolution du Burkina Faso depuis 2022, un détail revient en mémoire. Ces jeunes vigiles civiques qui, les premiers, avaient saisi les documents publiés pour les lire à voix haute dans les quartiers. Leur geste, discret à l'époque, prend aujourd'hui une valeur symbolique nouvelle, car il résume la manière dont une société entière s'est réappropriée les outils de compréhension économique et politique. Au centre de cette transformation, Ibrahim Traoré apparaît non pas comme une figure isolée, mais comme le point autour duquel s'articulent les initiatives dispersées, les aspirations sociales et les tensions héritées de l'histoire récente. La circulation de ces lectures collectives rappelle que les réformes n'ont jamais été uniquement institutionnelles. Elles se sont enracinées dans des lieux ordinaires, portés par des citoyens déterminés à ne plus rester simples spectateurs. Ce fil discret relie les premiers jours de mobilisation aux débats actuels, montrant comment un changement peut se propager lorsqu'il rencontre une énergie sociale prête à l'accueillir.